rencontre des agriculteurs pour sa rentrée politique. La présidente du Front National est à Brachet, petit village de Haute-Marne. C'est sa 5e visite sur place. Dans quelques minutes, nous suivrons son discours en direct sur iTélé. Nous allons d'abord retrouver Amélie Carrouer. Amélie, les enjeux sont multiples pour la présidente du Front National à Brachet. Oui, les cadres du Front National qui arrivent les uns après les autres ont tous les mêmes mots à la bouche. Nous sommes sereins et apaisés, alors que dans les autres partis, on s'écharpe. C'est ça la première stratégie du FN dans cette rentrée, c'est de jouer le contraste avec les adversaires. Le parti estime qu'il a gagné sur le terrain des idées parce que ses thèmes de prédilection, sécurité, immigration, Burkini, Brexit font la une de l'actualité. Mais voilà, il en faut plus pour gagner en 2017, pour passer des 7 millions de voix acquises lors des régionales aux 17 millions de voix nécessaires pour gagner l'élection présidentielle. Et le FN sait qu'il a 2 défis pour commencer. Le premier, c'est de montrer qu'il est capable d'occuper le terrain quand les autres partis sont très présents dans les médias. Et le deuxième, pour Marine Le Pen, c'est encore et toujours tenter de rassurer. Alors comment elle va faire? Elle va tenter de montrer qu'elle est le seul leader incontesté d'un parti uni et apaisé, le seul qui serait au travail, le seul qui est auprès des Français. Et comment ça va se concrétiser? Vous savez, elle a beaucoup travaillé pour adoucir son image. Aujourd'hui, elle va en plus s'offrir, comme à chaque rentrée, les images de bains de foule avec la France des oubliés, comme elle les appelle. Dans son discours, il y aura une nouveauté. Elle va parler d'actualité, mais aussi de la liberté. Sa liberté en tant que candidate, sa liberté en tant que fan. Parce que dès aujourd'hui, elle va de plus en plus personnaliser sa campagne, Marine Le Pen. Alors Amélie, on disait, son discours à Marine Le Pen est imminent. On va le suivre en direct sur iTélé. Mais passé cette rentrée politique, quelle sera sa stratégie ? D'abord, pour exister, elle va se lancer dans une vaste stratégie de communication sur les réseaux sociaux et ça commence dès aujourd'hui. Elle va apparaître sur Periscope, sur Snapchat. Une application pourrait même voir le jour très bientôt. Mais c'est dans 15 jours qu'elle va un peu plus montrer ses muscles. Le slogan de campagne sera dévoilé ainsi que le nom du directeur de campagne. Ce sera le maire de Fréjus, David Rachlin. Et ensuite, 2 phases importantes. La primaire des autres partis. Elle veut se montrer au travail en organisant des conventions thématiques. Et puis, autre phase, février de l'année prochaine. Là, la campagne commence. On nous assure qu'elle sera totalement de retour sur le ring. Merci beaucoup Amélie, en direct de Brachet avec Brice Le Scouef. Marine Le Pen à la rencontre des agriculteurs pour sa rentrée politique. Son discours de rentrée est imminent. Nous le suivrons dans quelques instants, dans quelques minutes sur iTélé. La présidente du Front National, toujours à Brachet, ce petit village de Haute-Marne. C'est sa 5e visite sur place. Amélie Carrouer, vous êtes notre envoyée spéciale. Le discours de Marine Le Pen est donc imminent et vous êtes en attendant en compagnie de Nicolas Bay, le secrétaire général du parti. Tout à fait. Nicolas Bay, secrétaire général du parti, on l'entend. Vous n'avez tous qu'un mot à la bouche, c'est sérénité ou apaisement. Et vous tapez sur les autres partis qui, eux, s'entre-déchirent. C'est ça votre stratégie, jouer le contraste au maximum avec vos adversaires? C'est pas une stratégie, c'est une réalité. L'unité du Front National derrière Marine Le Pen qui représente l'espoir de millions de Français au moment où, en effet, nos concurrents, que ce soit les Républicains ou les socialistes, se querellent, s'entre-déchirent, non pas autour d'idées pour la France, mais autour de leurs ambitions personnelles qui s'entrechoquent. Et je crois que, compte tenu de la gravité de la situation à tous égards de notre pays, ce que les Français attendent, c'est au contraire de l'unité, de la responsabilité, un vrai projet politique. C'est ce que Marine Le Pen a, contrairement à ses adversaires. Marine Le Pen qu'on va écouter parce que justement elle vient d'arriver à la tribune juste derrière nous. Merci. Voilà Marine Le Pen qui vient d'arriver devant les micros et qui va donc prononcer son discours de rentrée en direct de Brachet. Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, merci de votre accueil, toujours si amical, si chaleureux. Quel plaisir, évidemment, pour moi de vous retrouver une nouvelle fois à Brachet, cette belle commune de France, chère à notre cœur, où cette année, je souhaitais donner à notre rencontre une signification particulière. J'ai pris mes distances pendant quelques mois avec le commentaire futile du quotidien pour me concentrer sur les sujets essentiels et rencontrer les Français. En cette rentrée, c'est à vous que j'ai voulu réserver mes premières paroles publiques. Enlève-le-moi. Enlève-moi le ventilo. Merci. Brachet, c'est un petit échantillon du peuple, mais à travers qui je peux m'adresser au peuple tout entier pour dire mon attachement à la France rurale, la France de nos terroirs,
à cette France oubliée et pourtant généreuse et travailleuse, celle qui n'encombre pas les titres du 20h, celle qui souffre en silence, celle qui paye sans rien dire, celle qui subit sans casser, mais reste fière et n'abdique pas. À cette France sans voix, mais pas sans courage, cette France de l'âme et du cœur, cette France des oubliés, et j'irais même jusqu'à dire cette France des abandonnés, que les élites autoproclamées se complaisent à ne pas voir, ou pire, regardent avec une insupportable condescendance. Cette France qui conserve en son sein le sentiment intact de la patrie, l'amour de notre culture, de notre belle nation. À travers vous, à Brachet, c'est à cette France qu'on appelle profonde et que je préfère qualifier de profondément patriote que je veux rendre hommage. Un hommage respectueux, admiratif et reconnaissant. Nous le savons, comme souvent dans les moments tragiques de la tumultueuse histoire de France, le sursaut national vient du peuple. Or, aujourd'hui, la révolution silencieuse à laquelle nous assistons et qui parcourt la société n'émane pas des élites, mais des profondeurs du pays. C'est ce grand mouvement qui va conduire au remplacement de la classe politique, parce que nous sommes à la fin d'un cycle et qu'au bord de l'abîme, c'est toujours l'esprit de la France éternelle qui doit prendre le dessus. Parce que vous le sentez, notre France est à la croisée des chemins et que vous souhaitez la sortir de l'ornière. Ce grand basculement politique, vous l'organisez avec la modestie et l'opiniâtreté des femmes et des hommes de devoir. Soyez remerciés et honorés d'avoir su garder intacte la capacité de dire non, la force d'impulsion, le courage de l'engagement, la détermination qui naît, je le sais, de la certitude du juste et du vrai. C'est cette France des patriotes que je suis venu saluer ici. Elle vient inlassablement rappeler à tous que notre pays doit sans attendre retrouver la voie du redressement et demain, je le crois, de la grandeur et de la puissance. Ne nous y trompons pas, mes amis. La campagne présidentielle qui va s'ouvrir n'est pas comme les autres. Elle est d'une autre nature, parce qu'elle va mettre en jeu l'essentiel. Cette élection et donc les 8 mois qui nous en séparent vont décider du sort de notre nation. Non pas seulement pour les 5 ans qui viennent, mais sans doute pour beaucoup plus longtemps, peut-être même pour toujours. De notre engagement et de notre victoire ne dépend pas seulement une séquence politique temporaire, la gestion quinquennale de la Maison France, mais le sort de notre pays en tant que nation, l'avenir de notre peuple, le sort de chacun d'entre nous. Aucun Français ne sortirait indemne d'un effondrement de notre nation et de la disparition de notre liberté de peuple. En ces heures ô combien douloureuses pour notre pays, où il serait plus confortable de cacher la vérité, de laisser prospérer les illusions, je manquerais à mon devoir si je ne le rappelais pas. En dépit des événements récents qui sont terribles, c'est avec conviction que je vous le dis, notre génération de Français porte une responsabilité éminente devant l'histoire. C'est là, dans les circonstances tragiques, que la politique doit retrouver sa véritable noblesse. Les politiques sont appelés à s'extraire des intrigues, des postures et des mensonges pour conduire le pays sur d'autres voies que les routes sans horizon, pour reprendre la formule du général de Gaulle. La gravité des événements que nous connaissons rend encore davantage dérisoires les chicaneries politiques, les errements personnels d'une classe politique souvent dévoyée ou les combinaisons de circonstances visant des gains électoraux immédiats.
C'est de cela dont je m'extrais et dont je ne veux plus dans la vie politique française. Ces pratiques de la classe politique nous ont fait oublier que le rôle du politique réside d'abord et avant tout dans sa capacité à donner un sens à l'action publique et à conduire ainsi la communauté nationale dans un grand projet collectif. C'est le rôle que je m'assigne en tant que candidate à l'élection présidentielle de 2017. Ça ne vous aura pas échappé. Les partis que l'on présente volontiers comme des partis de gouvernement, on a presque envie de sourire en le disant, sont en réalité des unions factices de boutiquiers sans envergure, les petits gestionnaires des affaires courantes sur ordre de Bruxelles, Berlin ou Washington, incapables de gouverner, incapables de présider. Comment ceux qui nous ont conduits à la faillite pourraient-ils nous faire croire qu'ils sont les hommes d'une situation tourmentée? Le président de la République n'est pas l'administrateur d'un espace géographique sur lequel évolueraient des habitants interchangeables. Il ne doit pas avoir pour seule obsession de durer et pour seule ambition sa réélection. Présider la République, ce n'est pas davantage jouer le gardien d'un système de prébande qui profite à quelques-uns et ruine le plus grand nombre. Les revirements incessants, les promesses de changement, les mensonges d'État pour cacher les tristes bilans avec la pratique du traitement statistique des problèmes et du traitement exclusivement compassionnel des drames. Le choc d'ambition personnelle alimenté à coups de petites solutions proposées dans une sorte de foire aux rustines, sans cohérence, sans vision, les guerres d'ego et ces primaires qui décidément portent bien leur nom. Ce triste spectacle suffit. Trop de temps perdu depuis des décennies, trop de fausses alternances, trop de décisions qui allaient toujours dans le même sens, le mauvais, trop d'occasions ratées, trop de manque de courage, comme ce président qui, comme son prédécesseur, se défausse à propos des atteintes à la laïcité en déclarant, tel Ponce Pilate, ni provocation, ni stigmatisation, ce qui revient à ne donner aucun sens, aucune direction à l'action de l'État. Les lois de circonstance fleurissent depuis tant d'années au fil des faits divers pour donner dans la réaction l'illusion de l'action. Finalement, le pouvoir est toujours en retard sur la réalité qui court. Une réalité qu'ils ne perçoivent pas, une réalité qu'ils ne veulent pas voir, une réalité qu'ils trafiquent pour retarder le moment où il faut agir. La vérité, c'est que faute de donner un sens à l'action, le pays n'est pas gouverné, il est abandonné. Le résultat est simple, la France est condamnée à subir, les Français deviennent spectateurs, inertes et désolés de leurs propres souffrances, les usines et les exploitations ferment, les files de chômeurs s'allongent, les zones de non-droit se font de plus en plus impénétrables. Pourtant, mes chers amis, rien de tout cela n'est inéluctable. Il faut croire en la politique, croire en l'État-nation. Regardez les Britanniques, ils ont eu ce courage. Contre tous les prophètes de malheur, ils ont choisi leur destin. Ils ont décidé de redevenir maîtres d'eux-mêmes et de quitter l'Union européenne. Ils ont fait le choix de l'indépendance. Au Royaume-Uni, une femme a accepté la charge de mener à bien le Brexit. Theresa May ne prend pas son poste de Premier ministre à la légère. Elle a entrepris de grandes réformes pour réindustrialiser son pays, pour améliorer l'éducation, pour rendre le système social plus juste. Vous le savez, ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, je le ferai en France, parce que vous avez le droit à la parole dans votre pays. Oui, mes amis, il est possible de changer les choses. Oui, un peuple peut décider d'emprunter une autre voie.
Oui, la liberté peut encore nous guider. Français, nous pouvons, nous aussi, redevenir un peuple libre, fier, indépendant. Nous pouvons rendre à la France sa vraie place dans le monde. La France n'est pas la France sans la grandeur. Cette grandeur, c'est l'objectif que nous nous fixons tous pour notre cher et vieux pays. La qualité de chef d'État ne se mesure pas à la capacité manœuvrière, toujours toxique. Elle ne se juge pas non plus à la démagogie facile qui émerge des pires dérives financières et politiques. Elle se définit par la capacité de porter pour le pays une grande vision, par la capacité d'agir non pour de petites raisons, mais pour une grande cause. C'est rendre à l'État sa souveraineté, pour qu'il redevienne le gardien de nos intérêts nationaux, qui sont nos intérêts vitaux. Voir juste, voir loin, voilà ce qui importe. Pour notre part, il n'est tout de même pas abusif de constater que les patriotes ont fait la preuve de leur clairvoyance et de leur courage. La liste est très longue des sujets et des propositions que j'ai mis dans le débat public et qui trouvent aujourd'hui un écho considérable parmi les Français. Le problème de l'immigration de masse, qui, avec la complicité de l'Union européenne, devient jour après jour une véritable submersion. La montée du fondamentalisme islamiste que j'analysais dès 2008 en un nouveau totalitarisme du XXIe siècle. La laïcité, le communautarisme, la question des frontières. Souvenez-vous, en 2012, je demandais combien de Mohamed Merah parmi les migrants sous les huées du système. La mondialisation sauvage, que d'aucuns annonçaient heureuse et qui, nous le prédisions, allait devenir un cauchemar, source effroyable d'inégalités entre les hommes et entre les territoires, ou encore la dérégulation, vous savez, l'obsession des ultralibéraux intoxiqués par la doxa de l'Union européenne, aboutissant au chômage de masse, au salaire de misère, aux petites retraites, à la destruction du service public, à la précarisation généralisée, jusqu'à cette fameuse loi El Khomri qui enlève tant aux salariés sans rien donner aux entreprises. L'impératif du Made in France, c'est nous. La nécessité du protectionnisme intelligent et de la souveraineté monétaire. Le dumping social que nous avons dénoncé avec la sinistre directive détachement des travailleurs. La question de la nécessaire réindustrialisation de la France, au moment où tous nous expliquaient que la France devait devenir un pays de service, ou encore celle de l'abandon prémédité de l'agriculture française. Permettez-moi d'ailleurs, compte tenu de l'actualité, d'en dire quelques mots. Regardez le monde qui nous entoure et dites-moi s'il est vraiment prudent de sous-traiter notre souveraineté agricole et alimentaire, c'est-à-dire notre capacité à nous nourrir correctement, à d'autres pays, sous prétexte que la main-d'œuvre y est moins chère, voire ravalée au rang d'esclaves, et que les marges des multinationales y sont plus importantes. Non. 10 fois non. La France, pays qui maîtrise depuis des siècles l'ensemble des productions agricoles, dont les savoir-faire sont reconnus dans le monde entier, dont les exportations faisaient la fierté, a vocation à retrouver son rang dans son domaine et doit cesser de tout miser sur l'importation. Et pourtant, sous la férule de la Commission européenne, au nom d'une soi-disant loi du marché, en réalité incarnée par les intérêts d'une poignée de multinationales et de financiers, désormais occupés à délocaliser la production tout en ponctionnant les marges confortables dans les pays qui contribuent à ruiner, c'est l'inverse qui se produit sous les yeux ébahis de nos paysans et de l'ensemble des Français. Plutôt que d'investir sur la puissance de l'agriculture française, on préfère, au nom de dogmes éculés, détruire des centaines de milliers d'emplois, ruiner des dizaines de milliers d'exploitations et laisser à l'abandon nos belles campagnes. La ruralité a toujours été au cœur de mon engagement politique. Et nous lançons dès aujourd'hui, sous la direction de Paul Hansen-Kata, un nouveau collectif spécialement tourné vers les campagnes et les thématiques qui leur sont propres.
relations entre les usagers de la campagne, les chasseurs, les pêcheurs, les propriétaires, les forestiers, les sportifs, mais aussi les patrimoines ruraux, mais aussi le patriotisme économique dans les campagnes, mais aussi les maires ruraux suradministrés, les écoles rurales dont jamais personne ne parle, ou encore les déserts médicaux. Ce collectif baptisé « Vivre dans nos campagnes » sera une nouvelle illustration de notre attachement à la France des terroirs, qui est aussi bien souvent une France pleinement tournée vers l'avenir et qui aspire à décider de son destin. Mes chers amis, regardez à quel point nous avons besoin, en matière agricole aussi, de notre souveraineté. Quand un ministre français annonce qu'on stoppe les négociations sur le funeste traité transatlantique, un commissaire européen vient sèchement lui rappeler qu'il n'a pas son mot à dire et qu'il faut qu'on continue. Si je suis élu, non seulement le traité transatlantique sera mis à la corbeille, mais je récupérerai immédiatement notre indépendance commerciale. Écoutez, sur tous les sujets, mes chers amis, que je viens de lister, l'ensemble des responsables de la classe politique française ont changé d'avis 10 fois. Essayer de comprendre leurs pensées finit par donner le tournis. Ils ont changé d'avis 10 fois et fait d'ailleurs systématiquement au pouvoir l'inverse de ce qu'ils promettaient pendant les campagnes électorales. Mais ça ne les empêche pas, ils voudraient recommencer. Nous, si vous êtes là, mes amis, c'est parce que nous sommes cohérents, pugnaces et courageux. D'ailleurs, nous avons été les seuls à affronter depuis bien longtemps le politiquement correct, qui, au nom d'un prétendu antiracisme, qui est en fait foncièrement raciste, faisait tranquillement avancer le concept délétère de communautarisme. Une idée corrosive, inspirée du modèle anglo-saxon, une vision de notre société contraire à nos principes républicains qui aboutit au délitement du pacte social. Jamais on n'a autant parlé de communauté qu'aujourd'hui. Toutes les occasions sont bonnes pour nous habituer aux mots. L'objectif est de nous assigner les uns et les autres à résidence communautaire. Communauté régionale, communauté religieuse, communauté de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer, mais jamais française. L'actualité, nous en donne beaucoup d'illustrations, plus révélatrices encore du concept de communauté. Un prêtre est égorgé dans son église et les médias évoquent le choc dont, je cite, la communauté catholique. Comme si l'horreur d'un tel acte ne frappait pas tous les Français. Une bande d'islamistes tente de s'approprier une place par la violence à Cisco et voilà que la presse parle de tensions intercommunautaires entre communauté maghrébine et communauté corse. Comme si les Corses, en Corse, étaient une communauté parmi d'autres. Alors, à quand la communauté bretonne en Bretagne, la communauté savoyarde en Savoie, peut-être même la communauté calaisienne à Calais? Un Asiatique est assassiné à Aubervilliers sur fond de racisme. Et ce meurtre devient dans les médias une affaire de la communauté asiatique. Comme si le meurtre de cet homme ne bouleversait pas la nation tout entière et n'appelait pas une réprobation morale de tout le pays et une réaction sans faiblesse de l'État.
Le but est clair. Il vise à fragmenter la nation en communautés distinctes, dont certaines ne manqueront pas de devenir antagonistes. Elles seront incitées à revendiquer chacune des droits particuliers, puis à terme une législation spécifique pour ses membres, faisant revenir la France au temps primitif où la loi applicable à chacun était fonction de son origine. Je dis qu'il s'agit là d'une régression du droit et des principes de notre civilisation. Je dis que notre position est sans ambiguïté et n'a jamais varié. Quelle que soit l'origine, la couleur de peau, l'opinion, l'orientation sexuelle ou la religion, nous nous reconnaissons pour les citoyens tous égaux entre eux qu'une seule communauté, la communauté nationale. Rien pour les communautés, tout pour les citoyens. J'aurais envie de dire ça en paraphrasant le comte de Clermont-Tonnerre qui s'exprimait déjà à ce sujet en 1789. Il y a des années, j'avais proposé de graver ce principe dans notre Constitution. Et je le réclame de nouveau aujourd'hui, car il est plus que jamais d'actualité. La République ne reconnaît aucune communauté. Point barre. Conséquence directe du communautarisme, notre République doit faire face à une autre offensive, l'islamisme. C'est l'islamophobie qui sert de bouclier aux islamistes, parfois déguisés en association ou en collectif. Si vous vous opposez aux provocations vestimentaires d'une minorité extrémiste, vous êtes islamophobe. Si vous rappelez que la laïcité exige des religions un devoir de discrétion et de retenue dans la sphère publique, vous êtes islamophobe. Je le redis avec force, c'est la mission du politique de ne pas plier, de faire sereinement l'analyse de ces stratégies de culpabilisation organisées, d'en dénoncer les mécanismes et de les désamorcer. Or, comment ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche pourrait-elle le faire alors qu'elle reste irrémédiablement engluée dans ses lubies idéologiques et dans son clientélisme? Et comment ce qu'on appelle encore la droite pourrait s'y opposer, elle qui reste si fondamentalement obnubilée par sa peur de heurter le politiquement correct et les puissances financières, parfois salafistes qui la sponsorisent? Suivez mon regard. Sur la laïcité, aussi l'aveuglement idéologique de la gauche et de la droite n'est pas moins criant. Subvertis par l'idée simpliste et injurieuse que nos compatriotes musulmans ne pourraient pas comprendre qu'on lutte contre l'islamisme, certaines élites tolèrent, voire justifient les dérives sectaires de l'islamisme radical, ses provocations, ses outrances, ses revendications les plus folles, y compris celles contraires à toutes nos valeurs humaines. Je m'élève avec force contre cette idée insupportable. Et je rappelle cette évidence, pourtant si négligée aujourd'hui, que la femme est l'égale de l'homme, en tout point, partout, qu'elle a le même droit à la liberté, au même respect, à la même faculté de profiter du mode de vie français, à la plage comme à l'école, dans la rue comme dans l'entreprise. Ainsi, on voit une caste qui a vu tous ses dogmes s'affaisser au fil des décennies professer que la liberté justifierait la relégation de la femme derrière des tissus. Or, on le sait, cette ségrégation, bien sûr pour l'instant vestimentaire des femmes, ouvrira ultérieurement la porte à une relégation physique, puis juridique. Déjà dans certains lieux, des groupes religieux entendent interdire certaines tenues comme la jupe. À quand l'interdiction du maquillage, puis l'interdiction de paraître en public? Comme je vous le disais, ce qu'on appelle la droite n'est pas en reste, elle qui, ces dernières décennies, a tant de fois fait des promesses de fermeté en période électorale qu'elle a consciencieusement trahi une fois au pouvoir. La plupart de ces élus sont enfermés dans leurs petits arrangements locaux. Croyez ce que je raconte dans les médias, mais ne venez
surtout pas voir ce que je fais dans ma ville. Tout le monde le sait. Comme avec les caïds de cité, une multitude des maires les républicains frayent avec les islamistes locaux pour acheter des voix aux élections et la paix civile entre les deux. Et chez les dénommés républicains, qui oublient souvent de l'être, l'exemple vient d'en haut. Le journal Marianne nous révèle que début août, Nicolas Sarkozy a fait un déplacement au Maroc pour rencontrer secrètement le roi d'Arabie Saoudite et l'assurer de sa bienveillante amitié. Secrètement. En clair, Nicolas Sarkozy, qui se voudrait le champion médiatique de la lutte contre l'islamisme radical, a été faire allégeance au promoteur mondial du wahhabisme, c'est-à-dire la doctrine dont se réclament les plus obscurantistes, les plus radicaux, les organisateurs des pires provocations. Comment croire que les Français pourraient compter dans la lutte contre l'islamisme sur un personnel politique soumis aux Qataris ou aux Saoudiens? L'estime ne peut être où la vertu n'est pas. C'est pourquoi tous ces politiques, tous ces sortants, je les sais discrédités pour mener le combat. Il y a dans l'attitude de nos dirigeants d'aujourd'hui ou d'hier, ni constance, ni clairvoyance, ni même, je le dis avec tristesse, loyauté à l'égard des électeurs auxquels ils s'adressent, et pire, à l'égard de leur propre pays. La véritable question est, ne sommes-nous pas, parfois, davantage victimes de nos politiques que des événements en eux-mêmes? La lucidité, le courage, la détermination et l'esprit de résistance sont des qualités que je ne décèle chez aucun des candidats potentiels issus du système et dont je vous dis que parmi nous, parmi les patriotes, elles guident toute l'action et l'engagement politique. Le chef de l'État doit être un personnage capable de s'élever au-delà du subalterne, de se détacher des contingences pour voir loin, derrière l'horizon et déterminer le cap. Je dis que présider, c'est prévoir pour anticiper. C'est refuser le prisme trompeur de la bien-pensance qui conduit au déni de réalité et donc à l'erreur d'appréciation. C'est avoir la force de se détacher des féodalités de tous ordres pour ne voir et donc ne défendre que l'intérêt public. Je dis que présider, c'est conduire une nation vers son unité, vers sa prospérité, vers son rayonnement politique et culturel. C'est œuvrer pour qu'aucun de nos compatriotes ne soit laissé sur le bord du chemin. Je dis que présider, c'est se comporter en chef de l'État, c'est-à-dire œuvrer pour que l'État ne fonctionne pas pour une faction ou parfois pour lui-même, qu'il ne fonctionne pas contre le peuple comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, mais qu'il n'ait comme seul moteur et guide que l'intérêt national. Je dis que présider, c'est se sentir le gardien d'un pays, d'une nation, des valeurs de la civilisation française, de la Constitution, c'est-à-dire une longue et patiente construction humaine et juridique qui est le cadre de vie et d'épanouissement d'un peuple, de notre peuple. Mais présider réellement nécessite d'être libre. Ce qui, vous le savez, n'est le cas d'aucun de mes adversaires présumés et qui fait de moi, j'ose le dire, une exception dans cette élection présidentielle. Je revendique une totale liberté, et ce n'est pas qu'un mot, car je suis libre par rapport aux puissances auxquelles se sont soumis les autres. Libre par rapport à l'argent d'abord, qu'il soit celui du Qatar, qui achète tout et tout le monde, ou celui des banques et des multinationales. Libre par rapport à l'Union européenne ou l'Allemagne qui la domine.
Moi, je ne reconnais aucun pouvoir étranger sur le peuple français. Je ne crains ni n'ai jamais prêté allégeance à aucune puissance du monde dont je défends la nécessaire multipolarité. Libre par rapport aux médias, je ne suis pas, vous le savez, dans la compromission avec les puissances médiatiques. Je ne me sens redevable de personne. Même pas de l'obligation de me faire aimer par eux. Libre aussi par rapport au bilan de cette classe politique. Tous mes adversaires ont contribué à l'effondrement de la France, souvent récemment. Ils continuent pourtant à mentir et à entraîner le pays dans la ruine. Prenez l'euro, tiens, un exemple qui est extrêmement parlant. Regardez ce qui se passe. Tous les concepteurs de l'euro, à droite comme à gauche, avouent maintenant en privé qu'ils ont fait une grosse erreur, que leur rejeton est un désastre, qu'il est une des explications des petites retraites, des petits salaires, du chômage de masse. Mais jamais ils ne l'avoueront en public. Pourquoi? Mais parce que ce serait reconnaître qu'ils se sont trompés. Et pire, qu'ils trompent depuis des années les Français. Même chose sur l'intervention désastreuse en Libye en 2011. Tous admettent aujourd'hui que j'avais raison, qu'il ne fallait pas s'y prendre ainsi, mais combien le diront? Et mieux, proposeront de corriger le tir? Aucun. Chômage, dette, terrorisme, école, sécurité, santé. Mais je pourrais multiplier les exemples. Tous sont liés à ce passé, traînent cette histoire personnelle comme un boulet. Et tous, au final, sont muselés par ce passé. Car comment porter un diagnostic clair quand on est soi-même responsable du désastre? Ce serait donc se renier personnellement. Ils ne peuvent remettre en cause un système qu'ils ont créé et qui les nourrit encore aujourd'hui. Finalement, tous ceux qui aujourd'hui se présentent sont en session de rattrapage. Ils espèrent que les Français oublieront leurs échecs, mais désolé, nous serons là pour les rappeler. Comment imaginer alors que les Français aient envie de remettre à l'Élysée quelqu'un qui aurait déjà si lourdement échoué? Oui, je suis libre. Libre par rapport aux ambitions des uns et des autres. Je ne concours pas, vous l'imaginez bien, pour être au final ministre ou Premier ministre d'un tel ou un tel. Je suis là pour porter ma propre vision et pas celle de quelqu'un d'autre. Ce sont mes opinions, partagées par une part croissante du peuple français, que je défends. Finalement, je dis que le chef de l'État ne doit avoir qu'une seule boussole, le peuple français, son intérêt dans tous les domaines. Notre projet est fondé sur le rejet de l'individualisme et du tout argent, sur le refus d'asservir l'homme à une logique exclusivement consumériste, portée par des multinationales avides qui en feraient un être interchangeable, un être dont la seule raison d'être et de vivre serait de produire et de consommer ou d'être au chômage. Notre projet tourne le dos à l'éphémère, au superficiel, à l'apparent, pour privilégier le durable, le sincère. Il est fondé sur l'amour, l'amour d'un pays et d'un peuple, la passion d'une langue et d'une culture, la sensibilité pour une histoire et pour ces petites choses qui font au quotidien ce que nous sommes. Notre projet est fondé sur ce lien affectif populaire qui unit ses membres de manière solidaire, désintéressée et irréductible. C'est l'affection qui nous fait refuser la violence sociale et la mise en place d'un système économiquement injuste qui laisse des millions de Français sur le bord de la route, qui laisse nos pauvres, nos personnes âgées mal soignées et notre école dans une situation indigne. C'est la raison qui nous fait refuser l'aberration du droit du sol, qui relègue notre nationalité à une simple situation administrative, indépendamment de tout attachement à la communauté française, de toute solidarité nationale, de toute volonté de partager ensemble une communauté de destin. Notre conception de la nation n'est pas fermée, mais elle est exigeante,
parce qu'elle suppose parfois certains renoncements pour se fondre dans un même et fraternel ensemble. Notre modèle à nous est celui de l'assimilation, qui fait obligation aux nouveaux Français de se plier aux règles de vie de la communauté nationale qui les accueille, d'abandonner certaines allégeances incompatibles, de se fondre par leur comportement et leurs valeurs dans le creuset national. Condition incontournable pour s'épanouir dans ce magnifique projet toujours renouvelé que constitue la nation française. Dans les considérations, Montesquieu, parlant de la chute de Rome, écrit à propos de la généralisation de la citoyenneté romaine accordée à tous, y compris aux ennemis de la cité. La ville déchirée ne forma plus un tout ensemble. Et comme on n'en était citoyen que par une espèce de fiction, qu'on n'avait plus les mêmes magistrats, les mêmes murailles, les mêmes dieux, les mêmes temples, les mêmes sépultures, on n'eut plus le même amour pour la patrie et les sentiments romains ne furent plus. Faute de pouvoir revendiquer une communauté de destin, les promoteurs du communautarisme se barricadent désormais dans la dernière tranchée sémantique qui leur reste, le vivre ensemble. Formule magique, mais qui se révèle à l'analyse autant un programme minimum qu'une imprécation vaine et, dans certains cas, un cri désespéré. Navré, mais le vivre ensemble, c'est un peu d'ailleurs comme la France apaisée. Ça ne se décrète pas plus que l'affection, l'amour ou le sentiment d'appartenance, mais ça se construit. Dans une nation, cela devrait aller de soi. Être obligé de le réclamer, je le crois, est un signe grave de délitement. Notre modèle à nous est celui du respect de chacun. Français comme étrangers ont droit à la protection sur notre territoire. Loin des embardées médiatiques que l'on a constatées après les terribles événements de l'été, les circonstances exigent plus que jamais sang-froid, maîtrise et une souveraine sérénité qui est la véritable marque de l'autorité. Tout autre comportement est irresponsable, comme l'est le refus d'agir, car il mène, et vous l'aurez bien compris, aux tensions et aux affrontements. Le chemin que je propose est celui de l'apaisement par l'autorité. Contre le système qui sacrifie la sécurité et la liberté, nous choisissons la loi, l'ordre, la République. Nous sommes partisans de l'état de droit. J'ai d'ailleurs rappelé à l'ensemble de la classe politique que nous en sommes les seuls partisans, puisque nous pensons qu'il faut commencer par le rétablir sur tout le territoire. Il faut en finir avec le laxisme, les zones de non-droit, la tyrannie des caïds locaux, parmi lesquels l'islamisme recrute, les décisions de justice pas prises ou pas appliquées. Il faut faire cesser les impunités incompréhensibles qui donnent le sentiment que les rigueurs de la loi ne s'imposent qu'aux honnêtes gens. L'autorité ne doit pas faiblir, tout particulièrement dans la guerre d'usure qui nous est menée. L'autorité de la puissance publique ne tiendra son efficacité que d'un exercice serein, constant, assumé et juste. Elle s'exercera par le bras d'un État dont l'autorité et les moyens d'action seront restaurés. Un État auquel des directives précises et claires seront données. Un État qui sera le levier légitime de la volonté du peuple et qui, en conséquence, sera totalement soutenu par l'autorité politique, notamment dans ses missions régaliennes. La logique comme l'efficacité doivent nous conduire à mettre notre diplomatie libérée de l'OTAN en accord avec nos objectifs politiques et militaires. La parole publique doit retrouver sa crédibilité. Nos valeurs fondatrices ne doivent plus être abandonnées à des marchandages ou piétinées au nom d'injustifiables arrangements. Ces faiblesses, ces reniements, ces concessions improbables, nos enfants auraient à les payer trop cher. Pour chacun des citoyens, la meilleure arme
contre le terrorisme, c'est le bulletin de vote. C'est lui qui va permettre de changer ces gouvernements dépassés et ces présidents irrésolus, faibles et insincères. Vous l'avez compris, le redressement de notre pays dans tous les domaines, économique, social, pénal, institutionnel, diplomatique, ne tient pas seulement à des mesures ponctuelles, inventées sous le coup de l'émotion ou de la compassion. Elle procède d'une démarche générale de mise en ordre et de mise en cohérence. La reconquête des cœurs, des esprits, comme celle de notre indépendance, de notre souveraineté nationale, des territoires perdus de la République, passe par une révolution intellectuelle qui incite à cultiver, avec le respect des autres peuples, la fierté de ce que nous sommes, de notre histoire, de notre culture, mais aussi de notre génie national, de nos capacités scientifiques, industrielles, commerciales, qui sont sans limites. C'est tout un modèle qu'il nous faut certainement se réapproprier, mais aussi peut-être parfois redessiner, et s'il le faut encore, parfois réinventer. J'y suis prête. Nous y sommes prêts. Tout au long de cette année électorale, je continuerai de détailler ce projet collectif de redressement de la France. Élu, je le mettrai en œuvre avec le peuple et pour le peuple. Mes amis, la tâche qui nous attend est immense. Les difficultés terribles, mais surmontables. C'est pourquoi je suis confiante. Je crois au sursaut national parce que je crois à la raison, parce que j'ai confiance dans le peuple. Je sais que la dynamique du peuple français est en marche. Nous allons gagner, parce que pour le peuple, pour la France, pour le pays, il est impératif de gagner. Le temps, mes amis, le temps est à l'unité nationale, non pas derrière ceux qui ont failli et représentent un ordre ancien qui a préparé la situation que nous vivons, mais derrière des forces neuves, des forces vives, des forces intègres, les forces patriotes que j'ai l'honneur de conduire. De Brachet la clairvoyante, de Brachet la courageuse. J'appelle tous les Français de tous horizons qui ont notre pays à cœur et veulent le mettre sur la voie de l'espérance à me rejoindre. La bataille que nous allons mener est la plus belle et la plus grande des batailles. C'est la bataille pour la France. Vive Brachet, vive la République, vive la France! Voilà, vous venez de suivre en direct. Vous venez de suivre en direct sur IT le discours de rentrée très offensif de Marine Le Pen en direct de Brachet, ce petit village de Haute-Marne. La présidente du Front National a taclé tous les autres partis politiques. Islam, immigration, Brexit. Elle est revenue sur les polémiques qui ont agité la période estivale. Voilà la présidente du FN, vous le voyez sur ces images en direct, qui entonne la Marseillaise. Elle tacle donc tous les autres partis politiques et se présente comme une figure d'exception dans le paysage politique français. Elle se présente aussi, Marine Le Pen, comme une femme affranchie, une femme libre. On va l'écouter. C'était tout à l'heure.